Je vais plutôt finir là où on a terminé, conclu nos prédécesseurs, et à propos de ces savoirs justement traditionnels. Alors, les micros sont un petit peu difficiles, il faut être Oui, juste devant. Si vous nous regardez, on vous perd au niveau du son. C'est bon? Voilà, si vous êtes Merci. dans l'axe, tout va bien. D'accord, très bien. Il ne faut pas tourner à droite ni à gauche, d'accord. Bien. Non, je vais commencer mon intervention sur la dernière intervention de mon collègue M. Couvet, sur les savoirs, justement, là où il a conclu. L'évolution du climat, l'évolution de l'environnement général pendant toutes ces périodes qui ont été si bien démontrées par les premières interventions, ont été accompagnées aussi par une réaction des communautés humaines sous forme d'adaptations diverses, ce qui a permis justement à ces communautés de pouvoir vivre et continuer à vivre là où le climat change, là où les conditions de l'environnement changent. Ceci passe par d'abord un peu de mobilité. Il faut suivre les bonnes terres, là où il y a les conditions favorables, changer de milieu, puis après revenir. Donc c'est des phénomènes de transhumance, qui est une forme d'adaptation et de réaction justement à ces formes de changement. Mais l'élément important dans la réaction des communautés humaines, c'est surtout la gestion du bien commun. Et ça a été l'élément déterminant qui a permis aux sociétés de pouvoir continuer à exploiter les ressources disponibles dans leur milieu, tout en suivant et s'adaptant au changement climatique. Donc, je vais vous donner 2 ou 3 petits exemples sur lesquels on a travaillé au Maroc, sur la gestion justement des biens communs. Je suis biologiste, mais je suis plutôt écologue. Je travaille surtout sur les milieux forestiers et végétaux. C'est justement autour du bien végétal. Pour des populations rurales, très souvent liées soit à ces ressources pour le parcours, donc ils ont besoin d'avoir à satisfaire une demande de leur bétail pendant toutes les périodes de l'année, et bien sûr pour leurs besoins lorsqu'ils sont sédentaires quelque part dans les montagnes ou dans les déserts, pour leurs besoins de bois de feu, de bois de chauffage, de bois de construction, donc, et d'autres ressources. Bien sûr, l'autre bien commun qui est intéressant, qui a généré un certain nombre de moyens d'adaptation, que j'appellerais des boîtes à outils, qui a permis donc à ces communautés de s'adapter, c'est la gestion de l'eau. Et ça a été très important. Alors, le premier exemple, c'est autour, par exemple, des oasis. Les oasis, c'est des réactions à cette transformation du milieu désertique, qui n'a pas été désertique jusqu'à très récemment. Eh bien, on a mis au point des oasis. Et les oasis, c'est des milieux qui s'intègrent très bien dans l'Anthropocène, mais c'est ne pas comprendre l'Anthropocène comme des actions négatives. Plutôt, vous avez des exemples là qui sont plutôt de bonne gestion de ces écosystèmes. Les oasis, c'est une intervention de trois composantes importantes, autour de l'homme, bien sûr, avec son savoir et savoir-faire, autour de la ressource biologique, parce qu'il a fallu façonner, dompter, sélectionner un certain nombre d'espèces et de variétés adaptées à ce contexte-là, de rareté notamment de la ressource, et de quelle ressource? La ressource eau, bien sûr, et bien sûr l'eau. L'eau qui a été gérée de façon collective jusqu'à très récemment, par un système ingénieux de mobilisation et de gestion des eaux de surface. On a adapté l'agriculture aux différents types de crues. J'étais 2 au total dans nos oasis marocaines, en automne et à la fonte des neiges au printemps. Donc toute l'agriculture était réglée et gérée par cette façon d'utiliser, de mobiliser la ressource eau. Bien sûr, il y avait la ressource hydrique souterraine. Tout ça, c'est l'homme, c'est le savoir-faire. Actuellement, ce système qui a fonctionné pendant plusieurs siècles de façon régulière, de façon positive, actuellement, il est sujet à un dérèglement, à des dysfonctionnements lorsqu'on a mis de côté
la gestion collective de ces ressources. C'est l'individualisme, c'est chacun pour soi, c'est chacun peut pomper en fonction de la puissance de sa pompe, sortir des oasis sur des terrains qui ne sont pas favorables à l'agriculture. Et c'est malheureusement, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus, les politiques, vous dites politique, moi je parle des politiques nationales et des politiques, n'ont pas suivi cette évolution qui est plutôt négative. Et malheureusement, on continue jusqu'à aujourd'hui avec nos politiques nationales de gestion de l'eau, de subvention, à se tenir justement le dérèglement de l'environnement, le dérèglement de l'accès à la ressource. Par justement la subvention de l'eau, la subvention d'un certain nombre d'intrants à l'agriculture, toutes basées sur un système totalement individualiste et totalement où la présence du collectif est pratiquement complètement mise de côté. Je continue mon voyage, je vais dans l'Atlas. Là encore, vous avez des populations qui ils continuent à exploiter la ressource, cette fois-ci la ressource fourragère, la ressource bois, de façon collective. Et j'ai travaillé avec mes collègues de l'IRD, quelques-uns ils sont ici présents, sur un système de gestion justement de ces espaces qu'on appelle en arabe l'agdal. L'agdal, c'est une forme de gestion d'un espace qui est dédié à une communauté humaine bien individualisée, qui est délimitée sur l'espace. C'est un ensemble de règles d'accès à la ressource qui déterminent la quantité de prélèvement, le moment de les prélever, et bien sûr, comment les prélever. Tout est collectif. Et là-dedans, vous avez de formidables systèmes de gestion d'une ressource. Ce sont des forêts, ce sont des pâturages. Si vous allez à Loukaïmden, juste à côté de Marrakech, eh bien, c'est un agdal dont la gestion temporelle elle est fixée par des dates de fermeture et des dates d'ouverture. C'est le meilleur critère de durabilité que j'ai pu étudier, dans la mesure où c'est adapté au changement, c'est adapté aux conditions naturelles. Et quand on voit l'ouverture, par exemple, de l'Agdal le 10 août de chaque année, ce 10 août n'est pas une date au hasard. Il correspond exactement au dernier stade de recrutement des graines et des semences dans le sol. Et là, ces gens-là, ils ont cumulé ce savoir qui leur permet de pérenniser l'accès à la ressource, de pérenniser la gestion et l'exploitation, et ils ne prélèvent pratiquement que le bien de l'année. Donc il n'y a aucun impact pratiquement sur le futur. Tout ça, bien sûr, c'est fait de façon collective. Si vous allez dans les massifs forestiers, aussi agdal, qu'on appelle les agdal forestiers, les arbres sont gérés de la même façon. Les arbres sont façonnés. Et là, c'est complètement opposé au système de gestion forestier national qu'on a hérité, bien sûr, de la période du protectorat, qui concerne juste la production de bois de la forêt, alors que le villageois, la communauté locale, il voit dans les arbres du fourrage, il voit du bois de construction, il voit une ressource fourragère. Et bien sûr, la façon de gérer permet, c'est une sorte d'outil qui permet de gérer la ressource, et les années ne se ressemblent pas, et la façon de gérer aussi s'adapte à cette façon de faire. On façonne l'arbre. Les gens, quand on parle de l'arbre, c'est très personnalisé. Pour eux, l'arbre, c'est comme si c'était une personne. Et d'ailleurs, quand ils vont élever l'arbre, depuis qu'il est jeune, ils vont le façonner, ils vont le couper de certaines façons pour que ça fournisse soit du fourrage, soit du bois, soit du bois d'œuvre, soit du bois de feu. Le forestier, dans les politiques, dans stratégie, malheureusement, ne considère pas cette façon de voir l'arbre. Il le voit comme juste un bois qu'on va couper au bout d'un certain temps et qu'on va raser toutes les parcelles pour vraiment les régénérer après. Et bien sûr, au moment où ils sont rasés, où ils sont coupés, ils sont exclus à l'accès de la population locale, ce qui crée des conflits et qui dérègle la possibilité, la capacité des communautés à s'adapter au changement climatique. Leur façon traditionnelle d'élever, d'ailleurs ils utilisent le terme ils élèvent l'arbre comme si on élève un enfant qui vient de naître et qu'on va grandir, on va l'accompagner dans toute sa formation. Ils font exactement de l'arbre. L'espace est géré. Donc il y a plusieurs échelles. On façonne l'arbre pour produire certains biens et services. On façonne l'espace pour régler l'accès, pour régler les types de ressources et à quel moment de l'année.
on peut l'étendre les bonnes années, on peut le réduire, on peut aller plus vite lorsque les années sont sèches. Ce qui fait donc, ces espaces, ce sont des ressources à gérer, c'est l'accès à ces ressources. C'est aussi un objet de droit très important parce que ce droit coutumier, il est très riche, il est adapté face à une rigidité de nos politiques et de nos façons d'accès. Ce qui fait quand on compare ces deux façons d'accéder aux ressources et d'exploiter les ressources pour la population locale et pour le bien de la communauté, on se retrouve devant une vision, une stratégie de diversité, une stratégie de gestion collective qui est totalement opposée à, malheureusement... Donc, dans ce sens, les savoir-faire et les savoirs traditionnels, je vous ai donné juste des exemples, les exemples sont très nombreux là-dessus, ils peuvent enrichir au contraire nos politiques publiques. Ils peuvent enrichir nos politiques publiques en gestion de la forêt, en gestion des aires protégées. Ce sont des aires protégées communautaires, finalement. Moi, je suis travaillé sur la biodiversité. C'est dans ces aires protégées que je trouvais les meilleures conditions de conservation et de conservation, justement, de la biodiversité. Donc, la conservation de la biodiversité avec l'exploitation du milieu chez les gens locaux, ces communautés, n'est pas opposée. Au contraire, elle est complémentaire pour vraiment gérer l'ensemble de l'écosystème de façon correcte. Alors, le dernier point, c'est autour de la transmission de ce savoir. Et là, je retrouve mon dernier collègue qui est intervenu, c'est que malheureusement, ces savoirs traditionnels ne sont pas enseignés. L'école publique au Maroc, qu'on soit dans la ville ou qu'on soit, Monsieur le ministre, il est là, il peut répondre, on enseigne de la même façon. C'est vrai, on veut former le citoyen marocain, mais ce citoyen marocain, bon, que ce soit à Tanger, dans Azélal ou à Marrakech ou à Agadir, on lui donne le même enseignement. Mais en fin de compte, il ignore complètement toutes ces traditions, sa façon dont ses ancêtres se sont adaptés aux conditions. S'ils sont là, c'est qu'ils ont suivi tout un système des règlements du climat, de dysfonctionnement des écosystèmes, les problématiques de l'érosion, etc. Mais malheureusement, lui, il ne connaît rien de ça. Il connaît un petit peu l'écologie du Maroc, la forêt de Marmora, etc. Mais il ne connaît pas ce qui se passe à côté de son village. Et là, ce sont des éléments fondamentaux qui vont permettre aux jeunes de s'approprier ce savoir traditionnel et de pouvoir le perdurer. Et comme je vous ai dit au début, on a là des éléments fondateurs pour vraiment trouver des moyens pour l'adaptation de ces communautés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles. Le savoir, la transmission, ce sont malheureusement actuellement les grands problèmes de pérennité de ces systèmes qui ont donné leurs preuves jusqu'à aujourd'hui. Merci.